Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. C'est parti pour une nouvelle semaine riche en événements, à commencer par une grosse actualité maritime. Le Monaco Yacht Show fera son grand retour dans le port Hercule à partir de mercredi. Des manifestations ont précédé ce rendez-vous à l'image de la première édition du Monaco Smart Yachting and Marina. Vous le verrez dans un reportage, des tables rondes ont été organisées ainsi qu'un concours de start-up avec pour thème central transformer des marinas qui peuvent être polluantes en marinas vertueuses. Nous recevrons, pour nous développer tout cela, un membre de l'organisation de la manifestation, Géraldine Gustin. L'optimisme dans l'entreprise, tel est le leitmotiv de Jean-Philippe Ackermann. Ce conférencier coach en développement place le bien-être et l'optimisme au cœur de l'entreprise. Nous verrons avec lui, par exemple, comment restaurer le contact humain alors que les employés font leur retour en présentiel après des mois de télétravail. Et enfin, nous reviendrons sur le concert donné samedi à l'Auditorium Régnier 3 à l'occasion du gala de l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Voilà pour les titres. En amont du Monaco Yacht Show qui ouvrira ses portes ce mercredi, le Yacht Club a lancé sa toute première édition du Monaco Smart Yachting and Marina, un événement qui réunit professionnels et différentes institutions de la principauté afin de redéfinir le futur du yachting. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Le smart yachting est aujourd'hui un axe d'avenir pour la principauté. C'est une composante pleine de potentiel pour la transformation de l'économie et de l'attractivité monégasque. Les outils numériques occupent une place de plus en plus stratégique. Les plaisanciers veulent avoir du réseau, veulent avoir des supports électriques, veulent avoir la sécurité, veulent avoir des bateaux qui sont faits de manière la plus intelligente possible. Et le but, dans un monde qui change, est de faire du smart yachting un outil de croissance pour une entreprise actuelle, permettre à de nouvelles entreprises, de nouveaux entrepreneurs de venir en principauté pour développer ces technologies, pour développer ces outils, pour développer ces solutions au service de l'économie monégasque. Monaco, avec son futur cloud souverain, avec ses technologies, se dote des moyens pour justement être une capitale du smart yachting. Ce programme est soutenu par la Fondation Prince Albert II. Les nouvelles technologies, dont le digital, permettent de mettre en œuvre la transition énergétique par l'adoption des énergies renouvelables et la protection des océans. La principauté entend ainsi renforcer son statut de capitale mondiale du yachting dans un esprit plus responsable. C'est à la fois la propulsion, comment réduire les dépenses énergétiques, quelles sont les alternatives au pétrole. Donc on suit attentivement les développements en termes d'hydrogène, mais aussi de panneaux solaires. Donc la propulsion d'une part. Ensuite, le traitement des eaux, le traitement des déchets à bord de ces navires pour réduire au maximum l'impact de la haute plaisance sur les écosystèmes marins. J'irai plus loin, le problème ne se passe pas qu'en mer, il se passe aussi à terre. Et c'est ce qui nous avait beaucoup séduit dans l'approche du Yacht Club, c'est qu'il faut aussi qu'à quai, les marinas, les yacht clubs soient exemplaires en termes d'infrastructures pour accueillir et encourager ces nouveaux développements. Tel un laboratoire d'innovation, la principauté a le pouvoir de tester ses solutions. Cette année, par exemple, le Monaco Yacht Show couvrira une activité éco-responsable et intégrera le développement des marinas dans un écosystème durable. Vous en savez plus grâce à ce reportage concernant cet événement spécialisé dans le développement de projets de marina durables. Nous restons dans la thématique avec notre invitée, Géraldine Gustin. Bonsoir. Bonsoir. Première question, vous êtes alors dans l'organisation, vous allez m'en dire du bien j'imagine, mais quelle est selon vous l'importance de cette première édition ? Alors cette première édition, ce qui est très important à retenir, c'est qu'aujourd'hui on a réuni un écosystème d'acteurs qui souhaitent s'engager dans le développement de ces marinas vertueuses, de ces marinas intelligentes qui vont nous permettre de rentrer dans un impact positif. Et cet écosystème s'est réuni autour du sujet de la protection de la biodiversité et de la protection des océans. Alors c'est une action, c'est une journée qui est organisée par Monaco Marina Management et j'ai le plaisir de m'y associer pour pour apporter l'impact de l'innovation qui vont donc nous permettre de développer ces marinas vertueuses. On va en parler dans quelques instants. Quel constat vous pouvez faire sur les marinas et l'environnement ? L'environnement est souvent délaissé dans ce domaine ? En fait, oui, malheureusement, c'est bien le cas, puisque c'est un écosystème, oui, donc une thématique qui intéresse beaucoup d'acteurs, mais chacun apporte uniquement une partie de la solution. Alors aujourd'hui, on a entendu beaucoup de présentations qui nous ont fait part finalement des besoins qu'ils ont pour améliorer les choses sur la gestion de l'eau par exemple, sur la gestion de la génération d'électricité et du sourcing dans l'électricité. Donc on sent bien qu'il y a une volonté et que les solutions ne sont pas encore là, pas toutes là,
Mais on a beaucoup de jeunes sociétés qui apportent des solutions complètement innovantes et qui intéressent beaucoup à la fois les acteurs des marinas, les acteurs industriels, qui se disent qu'il y a des solutions très intéressantes à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore dans le marina de demain, mais on y travaille. On y travaille. Vous pouvez nous donner des exemples d'impact négatif d'une pollution de marina? En quoi les marinas polluent, par exemple? Si vous avez quelques exemples. Il y a plusieurs enjeux en fait, de la pollution dans les marinas. Un des éléments qu'on ne voit pas forcément, c'est la pollution de l'eau. C'est donc toute la gestion des eaux noires, des eaux grises, qui malheureusement sont gérées aujourd'hui dans les marinas, avec pas forcément les meilleures solutions encore. Et c'est des choses qu'on ne voit pas forcément naturellement, directement, mais la gestion de cette eau est fondamentale. Donc dans toute la gestion finalement des yachts, des bateaux, il faut qu'on puisse mettre en place des solutions qui vont permettre de recycler mieux cette eau, de pouvoir lui donner des nouvelles réutilisations et ainsi développer plutôt des économies circulaires qui vont nous permettre de réduire la consommation et aussi de protéger la biodiversité. Alors il y a eu donc des tables rondes tout au long de la journée et à l'issue il y a eu aussi une remise de prix de start-up innovantes dans ce domaine. C'est bien ça? Ce sont des remises de prix? Ce sont des remises de prix. Alors il faut savoir que sur cette journée et sur cette action, on a réuni plus de 110 sociétés qui ont souhaité présenter leurs solutions. 55 sociétés ont été sélectionnées dans un catalogue qui a été présenté en fait à l'ensemble des acteurs. Et puis on a organisé plus de 160 réunions entre industriels, investisseurs et start-up pour pouvoir à la fin définir quelles sont les sociétés qu'on souhaitait mettre en avant. Et c'est très intéressant puisqu'en fait on a réalisé un consensus meeting qui nous a permis de mettre en avant des thématiques qui sont pour nous fondamentales. Une d'entre elles est la biodiversité. C'est important de pouvoir préparer et développer les marinas de demain en réduisant l'impact qu'on va avoir sur l'écosystème et sur l'environnement. Beaucoup d'intérêt aussi pour ces sociétés qui nous permettent d'améliorer la gestion de l'eau. On a vu des sociétés très intéressantes sur la gestion des micropolluants par exemple. Donc beaucoup des initiatives portées par ces startups, avec un vrai intérêt des acteurs industriels pour travailler avec ces entreprises-là. Et puis un axe très important aussi, c'est la gestion énergétique, avec le développement par exemple des solutions hydrogènes, qui représentent aussi des innovations fondamentales pour le développement des marinas. Et je sais qu'à Monaco, il y a des vraies volontés aussi de pouvoir continuer à développer et à investir dans ce type de thématique. Absolument. De nos jours, ou à l'avenir plutôt, qu'est-ce que sera une marina vertueuse selon vous? Alors une marina vertueuse, ce sera une marina qui sera aussi intelligente. C'est-à-dire qu'on aura la capacité à gérer les flux de personnes, de ressources, d'eau, de déchets, et les limiter au maximum ces déchets et aussi les réexploiter. Et donc c'est toujours très intéressant d'envisager l'avenir en se disant qu'on peut exploiter les technologies innovantes, la digitalisation, pour mener des actions positives. Et ce ne sont pas deux mondes qui sont séparés, c'est vraiment deux mondes qui coexistent. Donc une marina vertueuse, ce sera une marina qui va limiter son impact sur l'environnement, qui va mieux exploiter les ressources. Il va continuer de proposer des services aux personnes qui viennent dans les marinas, à ces amoureux de la mer, à ces amoureux des océans, dans un cercle dans une activité très vertueuse et faire en sorte aussi que ce qu'on va développer dans ces marinas vertueuses soit des modèles pour le développement d'autres zones urbaines qui continueront aussi à se développer avec une meilleure relation avec leur environnement. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette première édition. Géraldine Augustin, merci. Merci infiniment. Passons à notre premier point info avec vous, Julia Vial. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Nous débutons ce point info avec Monapass, l'application mobilité qui vous permet de vous déplacer partout. Bus, vélo électrique, stationnement. Les usagers des transports monégasques peuvent désormais centraliser leur pass mobilité en une seule application. Je vous propose justement d'écouter Georges Gambarini, le responsable du programme Smart City à la direction du développement des usages numériques. Il dresse le bilan de ce premier trimestre au micro de Vanessa Dessy. Elle a été lancée le 5 mai cette application, donc ça fait vraiment un tout petit peu plus de 3 mois. On est très satisfait de ce lancement et de l'adhésion surtout du public. Aujourd'hui cette application elle a été téléchargée plus de 7000 fois et on a globalement 2500 utilisateurs tous les mois qui utilisent cette application pour voyager. Donc très clairement les objectifs sont atteints déjà au bout de 3 mois. On s'était fixé à peu près ces chiffres-là au bout d'un an, donc l'adhésion elle est très bonne. Et sachez que vous pourrez bientôt payer vos tickets de théâtre, cinéma ou bien vos places de football avec Monapass et même utiliser le service d'autopartage Mobi. Les 26e Journées européennes du patrimoine débuteront le dimanche 26 septembre. Et cette année, elles ont pour thème, Julia, les femmes et le patrimoine.
Notre héritage culturel repose sur de multiples œuvres et réalisations. Celles portées par les hommes ont souvent été plus mises en valeur. L'apport des femmes restant encore trop peu visible, Fabien, la première journée du matrimoine veut ainsi valoriser le rôle de celles qui ont forgé notre héritage, qu'il soit historique, artistique ou social. Pour retrouver la programmation complète de cet événement, je vous invite à vous rendre directement sur le site internet suivant, journéepatrimoinemonaco.com. Après l'épisode 1 à Monacoville cet été, l'opération Revivez vos quartiers se poursuit. Ça se passera cette fois-ci du côté du boulevard des Moulins du 29 septembre au 2 octobre. De nombreuses activités et animations vous attendent. Voici quelques événements notamment à retenir, Fabien. Le 29 septembre, partez à la rencontre du magicien sculpteur de ballons et prenez la pose derrière les décors photobouffe positionnés au jardin du Trocadéro et au pied des escaliers Saint-Charles. Le samedi 2 octobre de 11h à 18h, profitez d'une journée festive avec des animations gratuites pour toute la famille. Quelques exemples, escape game, jeux en bois, jeux de piste ou bien artistes de rue. Bref, redécouvrez les rues commerçantes lors de cette journée placée sous le signe de la convivialité. Ce samedi 18 septembre, en mairie de Monaco, le maire Georges Marsan a célébré le mariage de Stéphane Valéry. Le président du Conseil national et mademoiselle Eva Grousse se sont effectivement dit oui ce week-end, Fabien. C'est au Yacht Club de Monaco, entouré de leur famille, d'amis et de nombreux invités, qu'ils ont célébré leur union. À cette occasion, le prince Albert II était présent. Dimanche, un apéritif d'honneur s'est également déroulé au Monte-Carlo Bay, dans une ambiance conviviale, mais surtout dans le respect des règles sanitaires toujours en vigueur. Merci Julien, on vous retrouve dans quelques instants, toujours dans la bonne humeur et l'optimisme. Et c'est de cela dont nous allons parler à présent avec notre invité Jean-Philippe Ackermann. Bonsoir. Bonsoir Fabien. On peut dire que vous êtes un coach en optimisme? On peut le dire, oui, je suis un coach en management, en leadership, basé sur une conviction. C'est que la réussite d'une entreprise passe par le bien-être des collaborateurs et l'optimisme de l'ensemble de ses dirigeants. Alors l'optimisme est un mot qui vous est cher, mais quelle est pour vous la définition de l'optimisme au sein d'une entreprise ? La définition de l'optimisme au sein d'une entreprise, c'est de toujours regarder la partie positive, la partie solution, la partie opportunité de toute action, de tout événement qui nous arrive. C'est Épithète qui a 2000 ans qui nous dit cette parole extraordinaire. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Et une entreprise, elle est soumise constamment à des forces de pression, qu'ils sont internes ou externes, ces fameux événements. Et le dirigeant optimiste, c'est quelqu'un qui va aller toujours chercher la solution, comme je disais, l'opportunité et le positif pour aller devant, pour construire des projets. Et pourquoi, justement, l'optimisme est la clé de voûte, selon vous, dans une entreprise ? L'optimisme est la clé de voûte parce qu'il y a eu des études qui ont été faites par Harvard pour 2000 entreprises qui montrent que quand je mets un management basé sur l'optimisme, donc sur la confiance en fait, donc sur le futur, sur la confiance au futur, j'augmente mes ventes de l'ordre de 37% en moyenne, l'efficacité de l'ordre de 25%, je fais baisser l'absentéisme parce que les gens sont bien et surtout je fais baisser le turnover, vous savez ce fameux turnover qui fait qu'on est obligé de remplacer toujours souvent nos meilleurs collaborateurs. Dans l'optimisme, c'est vraiment, surtout en ce moment, surtout dans les périodes difficiles, c'est vraiment un soft skill qui permet la performance de l'entreprise. Et actuellement, avec la crise sanitaire, l'optimisme en a pris un coup, j'imagine, non ? L'optimisme en a pris un coup pour certains, oui, mais au contraire, c'est maintenant qu'il faut repartir. Et je vois toutes les entreprises que je suis et que je conseille ont des résultats différents parce que c'est aujourd'hui qu'il faut redonner confiance aux collaborateurs. Ils ont été un peu échaudés, ils ont été mis dans la difficulté. Certains ont fait du télétravail, ça plaît pas. Certains ont été payés de toute façon correcte, mais il y a ce niveau de confiance qu'il faut avoir. Et l'optimisme, comme c'est un projet sur l'avenir, c'est un projet qui donne confiance. Et que faut-il faire? Quels sont vos conseils, que ce soit pour les chefs d'entreprise ou les employés? Si vous voulez, j'ai une définition, c'est que ceux qui savent, c'est ceux qui font. Et après cette période très difficile que nous venons de vivre, qui est encore en activité, c'est d'aller interviewer chaque collaborateur. Je dis bien chaque collaborateur, de prendre son temps, de leur demander comment ils ont vécu cette période, de leur demander comment on pourrait améliorer le management, comment on pourrait améliorer le leadership, comment on pourrait améliorer les modes opératoires de l'entreprise et en faire de véritables partenaires pour construire un nouveau plan de société, un nouveau projet de développement.
Le retour actuellement en entreprise est compliqué selon vous avec les employés qui étaient en télétravail et qui doivent revenir au fur et à mesure en entreprise? C'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous disent « Ouf, enfin on revient en présentiel, je suis super content parce que je revois mes collègues, c'est vraiment génial, cet esprit de groupe, etc. » Pendant des mois ou des semaines, j'ai été chez moi avec mes enfants, avec mon conjoint, c'était compliqué à travailler. Et puis ceux qui avaient de bonnes conditions de travail, cela vous disent « Mais je voudrais bien continuer parce que vraiment, j'ai vécu des périodes très très sympathiques. » Donc c'est compliqué pour l'entreprise aujourd'hui parce qu'elle doit gérer les deux potentialités de ses collaborateurs. Certains veulent rester en télétravail, d'autres veulent revenir en présentiel. Et comment restaure-t-on le lien humain quand on a travaillé pendant une longue période en distanciel? C'est compliqué? Oui, c'est compliqué, mais là on va le refaire justement sur le projet, sur le futur. C'est qu'est-ce que je vous propose maintenant, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut absolument interviewer l'ensemble de ses collaborateurs pour savoir comment je peux améliorer l'entreprise, comment je peux améliorer le management, comment je peux améliorer le leadership, et puis de voir ce qu'eux souhaitent et comment j'adapte par rapport à l'entreprise, leurs souhaits, soit de venir en présentiel, ce qui est plus facile, soit de rester en télétravail. Jean-Philippe Ackermann, merci. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. Comme je vous l'avais promis, on retrouve Julien Vial pour un deuxième point info, un point plus sportif à présent. L'AS Monaco a décroché le nul de partout à l'occasion du derby contre Nice. Au terme, il faut le dire, d'une rencontre un peu folle en seconde période, les Rouges et Blancs repartent de l'Alliance Riviera avec un seul point. À noter tout de même la très bonne prestation du capitaine Wissam Ben Yedder, buteur, et il est aussi impliqué sur l'ouverture du score. Il va falloir vite se remettre en ordre de marche pour les Monégasques car c'est une nouvelle semaine chargée qui les attend avec 2 matchs de Ligue 1 au programme, à savoir la réception de Saint-Étienne ce mercredi à 19 h et le déplacement à Clermont dimanche à 17 h. La Roca Team est en stage de préparation en Allemagne où elle dispute plusieurs matchs amicaux. Après un premier match serré ce vendredi 95 à 98, l'AS Monaco s'est de nouveau imposé contre Oldenburg en Allemagne ce dimanche, mais cette fois sur un écart Fabien nettement plus élevé. Score final 98 à 79. À savoir que les Monégasques ont très bien entamé ce match puisqu'ils menaient déjà 30 à 15 après seulement 10 minutes de jeu. L'écart a continué de gonfler lors du deuxième quart-temps, permettant aux joueurs de la Principauté de mener de 23 points à la pause. Si elle a légèrement baissé le pied après la pause, la Roca Team ne s'est jamais vraiment fait peur. Un résultat positif qui ouvre encore une fois la voie au lancement de l'Euroleague, je vous le rappelle, prévu le 30 septembre prochain. Il y avait un tournoi de paddle ce week-end derrière le casino de Monte-Carlo. Quels sont les résultats, Julia, de l'APT Monaco Master? C'était le tout premier APT Monaco Masters organisé avec l'aide bénévole de la Fédération sportive de padel de Monaco. Il a réuni de nombreux fans dans la Principauté qui ont pu voir le sacre de Giulianotti et de Rocafort. Ils s'adjugent un premier titre ensemble sur l'APT Padel Tour en battant les Argentins en 2-7 rapides. Giulio Giulianotti et Cayetano Rocafort semblent avoir trouvé une vraie complémentarité dans le jeu lors de ce tournoi. Ils seront de sérieux candidats au titre à Séville. Le tournoi a d'ailleurs commencé aujourd'hui en Espagne. Il y avait donc du paddle ce week-end à Monaco. Les amateurs de musique classique n'étaient pas en reste. Retour sur le gala de l'Association des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui s'est déroulé ce samedi à l'auditorium Régnier 3. Au programme, une pièce d'Ernest Chausson, suivie d'une symphonie composée par un membre de l'association, David Anthony Randall. Un reportage de José Sacré. Concert pour violon, piano et quatuor à cordes opus 21 d'Ernest Chausson a été donné en ouverture du gala des Amis de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo samedi 18 septembre avec le pianiste québécois Louis Lortie, le premier violon super soliste de l'orchestre David Lefebvre, québécois lui aussi, Sybille Duchesne et Jay Hunley violon, François Duchesne alto et Delphine Perron violoncelle. Notre association qui a été fondée il y a 21 ans précisément, le but est de soutenir l'orchestre de Philharmonique de Monaco en France et à l'étranger, de créer ses propres projets, évidemment toujours avec l'orchestre, avec des musiciens issus de l'orchestre, des programmes éducatifs. Bien sûr, les membres sont tous des mélomanes avertis et ils participent à la vie culturelle de Monaco. Essentiellement, ils sont au concert.
En deuxième partie, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, sous la direction de Philippe Béron, a interprété la symphonie en do majeur de David Anthony Randall, membre de l'Association des Amis de l'Orchestre et grand mélomane. Pour cette œuvre, sa première composition, il s'est fait bien sûr aider de copistes et d'orchestrateurs talentueux. C'est une belle œuvre, c'est un excellent travail. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il faut les partager avec le public, surtout avec les membres de notre association. C'est pour ce soir, voilà, c'est l'occasion. Nous fêtons notre compositeur. L'ouverture de la grande saison des concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo aura lieu dimanche 26 septembre avec la 9e symphonie de Beethoven en hommage au maestro Gianluigi Gemetti, récemment disparu. Et nous y serons. Quel temps fera-t-il ce mardi 21 septembre, Julia ? Plutôt beau, Fabien, puisque le soleil est globalement attendu sur toute la principauté. Les températures seront comprises entre 17 et 23 degrés. Le jour laissera place à la nuit à 19h32. Pour finir, si vous connaissez un Mathieu, demain, ça sera sa fête. Oh ben, mon meilleur ami, tout simplement. Bonne fête à tous les Mathieu. Merci Julia. Et puisque vous nous avez donné la météo, sachez que l'été va très prochainement tirer sa révérence. Ce mercredi, précisément, nous changerons de saison. Notre photographe Stéphane Dana s'est rendu au Larvoto pour capturer les derniers moments estivaux, même si le site balnéaire sera encore ouvert les jours à venir. C'est là-dessus que l'on se quitte. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Quant à nous, on se retrouve dès demain, même heure, même chaîne. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.